On tourne un peu autour du pot. Est-ce que oui ou non, tout le monde est d'accord que le Rwanda a violé le droit international et occupe le territoire congolais? Si on est d'accord avec cela, pourquoi on ne reconnaît pas le Rwanda comme étant un agresseur, y compris dans les accords? Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis ravi de vous retrouver pour une édition du Grand Entretien en plein milieu de l'été qui est consacrée aujourd'hui essentiellement sur l'Afrique. On va partir dans la région des Grands Lacs, on va partir au Congo, on va parler de la France. Avec un invité idéal pour parler de ce genre de sujet. Il s'agit de Charles Onana. Alors Charles, bonjour. Oui, bonjour. Alors Charles, je vous présente pour nos auditeurs qui vous connaissent un petit peu parce que vous étiez déjà venu chez Omerta et puis en Afrique évidemment vous êtes une personnalité très connue et Omerta est beaucoup suivi en Afrique. J'ai eu l'occasion de le constater lors d'un passage au Congo cet été. Alors vous êtes politologue, vous êtes journaliste, essayiste, éditeur franco-camerounais. Vous avez publié en 2023, je montre votre livre, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale avec une question, la France complice, point d'interrogation. Très intéressant livre également préfacé par Charles Millon, aussi un grand connaisseur de l'Afrique. Je rappelle qu'en 2024 aussi, vous avez beaucoup enquêté sur le génocide des Tutsis au Rwanda et vous avez été condamné pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité. Même, c'est pas tout le monde qui est condamné. Voilà. Alors, on y reviendra un petit peu, peut-être qu'on en parlera, mais on va d'abord revenir sur un épisode important qui s'est déroulé au début de l'été, le 27 juin dernier, accord entre le Congo RDC, le Rwanda, sous la houlette de Donald Trump et des Américains. Euh, Comme je le disais, je rentre du Congo où cette perspective de paix dans l'Est semble réjouir beaucoup de monde. Il y a un vrai enthousiasme autour de cet accord. Il y a des affiches avec Trump, Tshisekedi dans les rues de Kinshasa. Est-ce que vous partagez cet optimisme des Congolais? Hélas, non. Hélas, non. Après 23 ans de travail sur cette région et sur ce pays en particulier, j'ai donné beaucoup, Mhm. beaucoup, énormément pour prendre tous les risques possibles, et parfois inimaginables pour un pays pour lequel je n'ai aucun lien, je dirais, ni familial, ni d'intérêt, Non, parce que etc. vous êtes franco-camerounais, hein, Oui, donc donc j'ai été pris de sympathie pour le Congo et pour son histoire, d'abord politique, et puis pour cette tragédie que je trouve totalement absurde, puisque l'agression du Congo date de 1994. Ça ne date pas d'hier, mhm. d'avant-hier, etc. Et en fait, je ne partage pas cet optimisme pour une raison très simple. C'est que le Rwanda a été identifié depuis 2012 par les membres du Congrès américain comme un pays agresseur de la RDC. 11 membres du Congrès américain ont écrit au président Kagame Mhm. pour lui dire que son pays menait des actions extrêmement dangereuses pour la stabilité du Congo et ont demandé que cette situation cesse. En 2022, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, M. Bob Menendez, a écrit au secrétaire d'État Mhm. Blinken, Mhm. lui demandant que les États-Unis suspendent toute aide au Rwanda parce que en 2021, les États-Unis avaient alloué au Rwanda 147 millions de dollars. En 2023, je pense, ils ont proposé 145 millions de À dollars. quel titre?
C'est l'aide du Rwanda depuis les événements de 1994. Oui, Tout le monde paye, l'Union européenne paye, les États-Unis payent, les Pays-Bas une sorte de payent. Mais réparation. oui, mais tout le monde a Hmm, versé de l'argent. Les États-Unis sont devenus, avec l'Union européenne, les premiers donateurs. hmm, Les États-Unis, premier donateur bilatéral, et l'Union européenne, premier donateur hmm, multilatéral. Donc, on se retrouve avec des sommes faramineuses qui n'ont jamais été allouées de ce que je sais des pays africains qui ont connu des atrocités ou des drames particuliers. Le Rwanda est celui qui bat tous les records d'aide extérieure pour les événements de 94 hmm, qui sont passés il faut le rappeler, hmm, 30 ans. hmm, Alors, quand je dis que je ne partage pas cet optimisme, c'est que toutes ces demandes émanant des élus américains n'ont jamais eu de suite. hmm, Que ce soit sous l'administration Clinton, qui est à l'origine du drame congolais, hmm, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que l'administration Trump était supposée, était sur le papier considérée comme l'administration qui n'avait pas pris part à tout ce qui s'est passé hmm, au Rwanda et au Congo. Et donc, les Congolais avaient, et ça, je les comprends très bien, ils avaient un espoir que la situation pouvait changer. hmm. Sauf que les intérêts qui sont en jeu derrière toute cette affaire sont beaucoup plus importants qu'un accord signé, d'ailleurs, accord qui n'a pas été respecté du tout Pour par le le moment. Rwanda, Pour le moment. pour le moment Mais il par le faut qu'il Rwanda. soit signé à Washington. Et là, il va y avoir donc Félix-Antoine Tshisekedi d'un côté et Paul Kagame. Les deux risquent de se retrouver dans le bureau ovale avec Donald Trump. Il y a quand même quelque chose qui engage le Rwanda à faire, à agir et à concrétiser cet accord de paix, non? Oui, donc je pense que c'est une situation étrange parce qu'en réalité, le Rwanda n'a jamais respecté aucun accord de cessez-le-feu depuis des années. Et je pourrais apporter des précisions tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que les Congolais ne connaissent pas bien leurs adversaires. Parce que sur le plan militaire, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que pour mieux combattre un ennemi, parce que les Rwandais considèrent les Congolais comme leurs ennemis. On ne sait d'ailleurs pas ce que les Congolais leur ont fait, parce qu'ils ils ont accueilli les Hutus, les Tutsis, chaque fois qu'ils avaient des problèmes chez eux, ils ont été Les accueillis. Ougandais aussi, avec Oui, ils les ont tous groupes. été accueillis. Ouais. Non, les Congolais, c'est un peuple pacifique, ce sont des gens accueillants. C'est-à-dire Hmm, qu'on peut tout leur reprocher, sauf ça. hmm, Bon, alors, sauf leur générosité. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont aujourd'hui victimes de leur générosité. Et donc, euh, euh, entre 90 et 91 et 93, quand il y a eu les événements au Rwanda, quand l'armée patriotique rwandaise a attaqué le Rwanda, il y a eu l'ensemble de la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique, qui se sont mobilisés pour pousser le président Habyarimana à aller vers des accords de paix. Et la stratégie qu'a utilisée Paul Kagame et son mouvement rebelle, puisque hmm, lui, il est habitué aux rébellions, donc hmm, pour lui, c'est tout à fait banal ce qui se passe au Congo. Donc, la stratégie de Kagame, c'était ce qu'ils appellent eux-mêmes le talk and fight. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils négocient et en même temps, ils préparent les actions militaires. hmm, C'est exactement ce qu'ils font au Congo hmm. depuis 2003. C'est-à-dire depuis 2003, il y a eu les accords de Sun City, il y a eu toutes sortes d'accords. Il y a eu au moins plus d'une dizaine d'accords signés. Aucun de ces accords n'a été respecté. Donc c'est pour cela que je dis que on va dans une situation où les Congolais ont envie, ils ont une soif terrible de la paix. Et je les comprends de ce point de vue-là. Et je pense que tout le monde peut les comprendre. Le seul problème, c'est que pour faire la paix, il faut être deux. Quand il y a un conflit, il faut être deux pour faire la paix. Hmm. Quand vous avez une partie qui veut la paix et qu'il y a une autre qui ne fait que guerroyer, c'est très compliqué pour la partie qui veut la paix d'atteindre cet objectif. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que le facteur Trump peut avoir un impact? Alain Juillet, donc l'ancien directeur de la sécurité de la DGSE, qui est
était dans le même fauteuil que vous la semaine dernière, et on lui a posé la question sur l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs, et il estime que Trump fait le calcul qu'il peut s'emparer des terres rares, puisqu'il y a un côté business évidemment comme toujours avec Trump, en traitant directement avec la RDC, plutôt que de passer par un intermédiaire. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec lui, et est-ce que ce changement de braquet des Américains, puisque là on clore complètement ce qu'on pourrait appeler l'ère Clinton ou les conséquences de l'ère Clinton dans cette région, est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout ça peut avoir un impact? Oui, non, je partage l'analyse de M. Juillet sur le fait que M. Trump a envie de discuter directement avec le propriétaire. Parce Ouais, qu'on a affaire à des voleurs qui viennent du Rwanda et ouais. on a affaire à un propriétaire qui est le Congo. Ben, Alors, avant on s'adressait aux voleurs. mais même l'Union européenne s'est Ouais, toujours adressée aux voleurs, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. tranquillement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque que Hmm. M. Sarkozy disait que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda, Ouais, alors ouais. que tout le monde savait que le Hmm. Rwanda allait voler les richesses du Congo. Ouais. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que le Kagame, M. Trump marche aussi un peu sur les œufs. Pourquoi il marche sur les œufs? Parce qu'il y a une partie du lobby minier américain qui se moque éperdument des droits de l'homme, des discussions qui se font ouvertement ou en secret. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux ressources. Et j'ai cru comprendre qu'un des membres, n'est-ce pas, de l'administration Trump a dit qu'ils ne sont pas contents, ils ont organisé des sanctions contre Hmm. un certain nombre de personnes parce que ces gens empêchent les États-Unis d'accéder aux ressources. Bon, donc, notamment parlant de la mine, l'un des plus grands gisements, le gisement le plus important, De le gisement coltan. de coltan, de Ouais, Roubaïa. voilà. Bon, qui était jusque-là un gisement qui était contrôlé par le Rwanda. Hmm. Et d'ailleurs, qu'ils Mais sont là en il l'est train de... encore plus. Il est encore plus après l'arrivée, la Du reprise des M23. combats avec du M23 et de l'arrivée de M. Joseph Kabila, dont on aura l'occasion de dire un mot tout à l'heure, parce que quelqu'un qui a été président de la République qui se retrouve dans une rébellion, c'est quand même étrange. Hmm. Alors, ils veulent accéder directement à ces gisements et à d'autres gisements. Alors, Donc, précision pour ceux qui nous écoutent, le coltan est un élément essentiel en informatique. On ne pourrait pas utiliser de téléphone portable s'il n'y a pas de coltan. Et évidemment, le seul producteur au monde, c'est le Kivu. Il n'y en a pas ailleurs. les plus grosses Ouais, réserves sont au Kivu. ouais. Et d'ailleurs, pour renforcer ce que vous dites, pour les États-Unis, le coltan a été découvert depuis 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hmm. et considéré à l'époque par le Pentagone Hmm. comme un produit stratégique de la sécurité des États-Unis. Hmm. Donc, vous comprenez que les États-Unis, les ingénieurs américains, sont au courant que ce minerai, pour eux, est quelque chose de fondamental. Donc, ils se battent pour accéder à ce minerai, pour pouvoir avoir je dirais, un accès, je dirais, indéfini à ce Hmm. minerai. Donc, la question de Kagame, pour eux, peut être, de ce point de vue, une question importante. C'est-à-dire, s'il il veut vouloir partager ça avec les États-Unis, ils ne sont pas d'accord. Hmm. Mais la question fondamentale pour les Congolais, c'est que leur pays ne soit en sécurité, que le droit international ne soit pas violé, ce qui est fait depuis 30 ans dans ce Hmm. pays. Les États-Unis ont reconnu que le territoire rwandais était violé. Je pense Congolais. Congolais, pardon, Oui, était oui. violé. Je crois que c'était l'un des premiers principes, mais c'était même, ça figurait dans les accords Hmm. qui ont été signés avec le Rwanda et les Oui. États-Unis. Oui, celui du 27 juin. Oui, 27 Ouais, juin. ouais. Sauf que les rapports le dernier rapport du mois de juillet des Nations Unies Hmm. dit que eh bien, les troupes le M23 et les troupes de Kagame, c'est-à-dire que les Rwandan Defense Forces, c'est-à-dire que les forces de défense rwandaises, occupent le territoire congolais actuellement. Oui, oui, c'est un rapport de. Je voulais vous interroger justement, c'était une de mes questions sur ce rapport. Oui, mais comment expliquez-vous que on dit qu'il ne faut pas violer le territoire de la RDC, c'est Oui. paraphé dans l'accord, et au moment où on le dit, tout le monde sait que les troupes rwandaises sont en RDC.
Donc là, il y a une contradiction fondamentale. Contradiction fondamentale, est-ce que vous pensez que cette contradiction peut s'estomper si l'accord est entériné à la Maison-Blanche, c'est-à-dire s'il y a vraiment signature de Trump, parce qu'il y a 3 accords, hein, il y a RDC, États-Unis, États-Unis-Rwanda et Rwanda-RDC. C'est ça. Mais si cet accord, dans sa globalité, est entériné, ça engage, monsieur, je répète la question que j'avais dit au début, ça engage monsieur Kagame. Et ma question suivante, est-ce que ça peut provoquer, selon vous, le départ du M23 du Sud et du Nord Kivu, de Goma et de Bukavu? Comment voyez-vous l'évolution de la situation militaire? On tourne un peu autour du pot. Est-ce que oui ou non, tout le monde est d'accord que le Rwanda a violé le droit international et occupe le territoire congolais? Si on est d'accord avec cela, pourquoi on ne reconnaît pas le Rwanda comme étant un agresseur, y compris dans les accords? Parce que si on ne commence pas par dire au Rwanda que vous violez le droit international en ayant vos troupes sur le territoire congolais, mais on discute de quelque chose qui est un peu... Donc s'il n'y a pas ça, l'accord n'est pas ambigu. L'accord n'est pas bon? Non, ce n'est pas que l'accord n'est pas bon. L'accord est bon pour les États-Unis, très bon pour les États-Unis. Mais est-ce qu'il est suffisamment bon pour le Congo? C'est ça la vraie question. Et la démarche, de mon point de vue, la démarche des Congolais dans cette affaire, et d'ailleurs c'est aussi bon pour le Rwanda. Pourquoi? Quelque part, parce que les Rwandais pour l'instant sont sur le terrain et ils financent l'invasion et l'agression du Congo avec les ressources congolaises. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est-à-dire que vous venez agresser, dominer les gens en utilisant leurs propres ressources. Donc, en fait, le Rwanda ne dépense pas d'argent pour faire la guerre au Congo. Il utilise les ressources du Congo pour faire la guerre aux Congolais. Et donc, de ce point de vue-là, jusque-là, eh bien, les seuls perdants dans les 2 cas de figure, ce sont les Congolais. Donc, si les Congolais pouvaient pousser leur agenda avant la signature à Washington de l'accord final, en faisant reconnaître, puisque les États-Unis, les membres du Congrès américain, tout le monde est unanime à reconnaître que le Rwanda viole le droit international, occupe le territoire du Congo, mais pourquoi on n'est pas sanctionné avant même de poursuivre la fin de l'accord? Vous avez vu ce qui est arrivé à la Russie avec l'Ukraine. Vous êtes bien placé pour savoir que... Mais la Russie n'a pas fait le 10e de ce que fait le Rwanda en RDC, mais la Russie a eu toutes les sanctions de la planète. Je ne sais pas à combien de sanctions on est aujourd'hui par rapport à la Russie, mais le Rwanda n'a pas une seule sanction. Donc il y a quelque chose qui est aberrant du point de vue du respect de la Charte des Nations Unies et du respect de la souveraineté des États et du respect des droits humains. Il y a quelque chose là qui est terriblement aberrant pour les populations congolaises et pour la souveraineté du Congo, qui est un pays membre, je le rappelle, quand même des Nations Unies. Donc on devrait pouvoir appliquer au Rwanda ce qu'on applique à la Russie, alors que de ce que je sais du conflit congolais, le Rwanda a commis des atrocités depuis 1900. Ça fait 30 ans que le Rwanda commet des atrocités sur le territoire congolais, sans aucune sanction. Alors, il n'y a pas que le Rwanda. Je voulais poser une question sur... quand nous avons réalisé ce reportage au Congo, nous sommes allés dans une région qui est une région de l'Est, mais qui a aussi des problèmes parfois similaires à ceux du Kivu, qui est l'Ituri. Nous étions là au moment où s'est produit un massacre dans la ville de Komanda, à peu près à 70 km au sud de Bunia. Nous sommes rendus dans cette communauté catholique qui a été, une quarantaine de fidèles ont été assassinés par un groupe qui s'appelle ADF Nalu, d'origine ougandaise, ayant fait allégeance à l'État islamique, dans une zone où l'armée ougandaise et l'armée congolaise sont censées
faire la police ensemble et ont un accord également. Ces tueries semblent monnaie courante. J'ai pu le constater en voyant des villages qui ont été détruits autour de ce même village. Est-ce que finalement, c'est sans fin et c'est 10 millions de morts en tout. Est-ce que ça va s'arrêter un jour, tout ça? Non, ça ne va pas s'arrêter tant que les Congolais ne vont pas décider, je dirais, mais de façon radicale. Quand je dis radicale, ce n'est pas une histoire de violence, hein, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appliquer à la Russie ce que vous n'osez pas appliquer au Rwanda. Il y a quelque chose. La Russie, c'est quand même un pays puissant, c'est un pays membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. Le Rwanda, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de la communauté internationale d'être aussi intolérant vis-à-vis de la Russie, mais je dirais aussi magnanime vis-à-vis du Rwanda? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, et quand on a dit Je ne cela... pensais pas que c'est la question des ressources finalement qui explique. Mais bien sûr que, écoutez, le président Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé au pouvoir en 1997 avec les États-Unis, le Rwanda et l'Ouganda, bah, il a dit que l'agression en 1998, je crois que les Congolais n'ont pas beaucoup écouté, tout simplement parce que les Congolais continuent de l'accuser d'être venu avec les Rwandais, etc. Mais sauf qu'il a payé. Il a payé de sa vie la résistance aux Rwandais. Donc, il a dit que ce qui nous arrive ici, c'est tout simplement pour des motivations économiques et financières. C'est parce que le Congo a cette chance d'être un pays scandale géologique. Ils ont toutes les ressources qu'on peut vouloir sur Terre pour les nouvelles technologies, pour tout. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on veut les exterminer. Et c'est pour cette raison qu'on est en train de les exterminer et sans que personne ne lève le moindre petit doigt. Donc, je dis simplement que ce que vous dites à propos de ce que vous avez vu en Ituri, mais c'est récurrent. En 1996, la première personne que les troupes rwandaises et ougandaises ont assassinée, c'est Monseigneur Muziroa, l'archevêque de Bukavu. Aujourd'hui, Bukavu est occupé par les troupes rwandaises. À l'époque, je me souviens, j'avais dit, j'en parlais avec les militaires de Turquoise, etc., quand je leur demandais, mais quand M. Balladur vous avait demandé de vous déployer à Goma, est-ce qu'il savait que Goma allait devenir la plaque tournante du trafic international de coltan? Et ils m'ont dit non, mais que le but à l'époque, c'était d'éviter des affrontements avec Kagame. Or, ce qui a fait la force des accusations contre Turquoise, c'est qu'ils s'étaient dit, ceux qui ont mis Kagame au pouvoir, ils savaient que c'était pour prendre Bukavu, pour prendre Goma, pour prendre le nord et le sud Kivu. Donc, quand je l'ai dit que la stratégie qui a été utilisée en mettant Kagame au pouvoir en 1994, c'était pour prendre les richesses du Congo, tout le monde s'est moqué de ça. C'est ça la preuve aujourd'hui. C'est ça que tout le monde voit aujourd'hui. Et il n'y a plus personne pour me contester là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est récurrent, mais il faut que les Congolais comprennent. Mais je le leur redis, je leur ai déjà dit, je répète, qu'ils sont seuls. Seuls face à leur destin, c'est une situation qui est inédite sur le plan international, de voir un pays qui est autant agressé, avec autant de millions de morts, autant de milliers de femmes violées, et personne ne dit rien, il n'y a pas de sanction vis-à-vis de cela. Le Rwanda lui-même, si on revient au cas du Rwanda, ils ont eu, en 1994, entre 600 000 et 800 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé un tribunal pénal international pour ça. Ils poursuivent 30 ans après les gens qui ont commis les crimes au Congo. Mais les mêmes qui le font, qui ont participé à ce qui s'est passé dans leur pays ou qui ont vécu ce qui s'est passé dans leur pays, sont en train de faire pire vis-à-vis des Congolais qui ne leur ont jamais rien fait. Et personne ne dit rien. Donc, de mon point de vue, les Congolais sont seuls. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que le pape François leur a dit quand il était là-bas. Il a dit, vous êtes seuls face à votre destin. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous n'aurez pas grand monde si vous vous laissez acheter ou manipuler, mais vous allez perdre votre pays. Et je continue à dire aux Congolais que la stratégie aujourd'hui qui est sur la table,
c'est qu'on va leur arracher leur pays, on va leur prendre leur pays, et ils vont être des réfugiés, et ils vont errer partout. Parce que les Rwandais ont commencé, je ne sais pas si vous avez dû voir ça, les Rwandais ont commencé à ramener des populations du Rwanda pour les installer à l'est du Congo. En faisant croire que bon, ce sont des populations rwandophones qui habitent là depuis, depuis des siècles. Le M23 se présente comme des Tutsis congolais. Mais oui, mais vous voyez, on est dans une configuration. Ce dossier est épuisant parce que quand vous le comprenez, quand vous comprenez ce qui s'y passe, en fait, vous pouvez passer pour un fou, en fait. Pourquoi? Parce que vous allez être seul, ou deux, ou trois, quatre à dire la même chose, et vous allez avoir le monde entier qui est silencieux, et vous allez avoir quelques personnes qui vont, la majorité des personnes qui vont dire oui, vous exagérez un peu, etc. Lorsque le professeur Bernard Debré, ministre de la France et de la Coopération, me reçoit dans son bureau, à l'hôpital Cochin, il me dit, Monsieur Onana, j'ai rencontré des Tutsis au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Leur objectif, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est de créer un État à l'est du Congo, en utilisant ces ressources-là. Mais je le regarde avec des grands yeux comme ça. Bah, ce qu'il me dit, c'est le fruit de son expérience et ses échanges. Mais c'est tellement énorme que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quand il écrit son livre « Le retour du Mwami », il dit la même chose avec plus de détails. Je suis surpris que personne ne l'attaque pour ça. Je découvre en faisant mes recherches un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994, qui parle de la création d'un Tutsi Land. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. On va toujours vous parler des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais. On va vous parler des FDLR ou tout génocidaire qui menace ou qui menacerait les Tutsis, le Rwanda. Qui sont la raison pour laquelle le Rwanda officiellement intervient, c'est ça? Mais ce qui est faux, hein, complètement faux, parce que il y a les rapports du Pentagone disent le contraire. Bon, on peut y revenir si vous voulez. Mais, enfin, c'est une force qui est résiduelle, quoi. Mais écoutez, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, ça fait 30 ans. Oui. Donc, imaginons qu'ils avaient, enfin, les plus vieux dans l'armée avaient 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Donc, ce n'est pas crédible. Deuxième chose, en 2009, le Rwanda a signé un accord militaire avec le Congo pour venir extirper les FDLR. Ils sont rentrés sur le territoire congolais. Ils ont patrouillé pendant près de 3 semaines avec l'armée congolaise pour éradiquer les FDLR. Qu'est-ce qu'il est... Mais ils ont laissé des FDLR sur place? Non. Et quand vous voyez que le M23 et les troupes rwandaises occupent l'est du Congo depuis un certain temps, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer tout, puisque c'est eux qui contrôlent, ce sont même pas les Congolais qui contrôlent cette zone. Donc, ils n'ont pas réussi à éradiquer les FDLR. Non. Cet argument est un argument fallacieux. Le problème dans cette histoire, c'est que quand je découvre ce rapport, eh bien, je me rends compte que ce rapport a été communiqué directement à la Maison-Blanche. Donc, la Maison-Blanche était parfaitement au courant qu'il y a ce projet de créer un État avec des Tutsis dans la sous-région. Et quand vous dites ça, on vous dit, oui, vous avez des idées, je ne sais pas, moi je ne suis pas congolais, etc. Et surtout que le général Keno me l'avait dit également. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une stratégie américaine? Alors, quand on parle d'Américains, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a la politique d'avant et la politique de Trump. On va mettre à part celle de Trump, mais est-ce que vous voyez un phénomène qu'on peut appeler une forme d'évolution souhaitée par les États-Unis, d'une forme de balkanisation de la région, de la même manière qu'ils ont fait avec le Kosovo en Serbie, avec la Macédoine du Nord par rapport à la Grèce, c'est-à-dire de créer des proto-États à leur solde, de façon finalement à perturber le jeu régional et à finalement faire des affaires, quoi. Vous avez mis le doigt sur la question fondamentale. Souvenez-vous que la question
de D'ailleurs, la la question, Serbie. quid de Trump après? Oui, la question de la Serbie a eu Ouais, lieu au même moment que les événements c'est du vrai. Rwanda en C'est 1994. pas innocent, ma question. Voilà. Donc, il y a effectivement là, et je pense, quand je disais tout à l'heure que Trump marchait sur les œufs, c'est que cette administration clintonienne, dont les membres influents qui ont défendu la Hmm, politique de Kagame de prise de pouvoir par la violence et par la force en 1994 au Rwanda, hmm, se sont retrouvés avec avec Biden. Ces gens-là, aujourd'hui, qui ont combattu Trump d'ailleurs, hein, hmm, mais ils sont restés influents et ils ont beaucoup de pouvoir encore aux hmm, États-Unis. hmm, Bon, donc le problème, c'est que quand M. Trump est arrivé, quand il y a eu son envoyé spécial au Congo, hmm. etc., moi je voyais que les Congolais étaient contents, ravis, que quelque chose de nouveau va se produire. Et moi je les comprends. Mais sauf que quand vous analysez dans le détail comment ça fonctionne aux États-Unis, vous comprenez que ces gens qui combattent le président Trump aux États-Unis, mais qui le combattent mais vigoureusement, Hmm. ce ne sont pas des gens qui sont capables de fléchir facilement, d'accepter que la donne qu'ils ont mise en place depuis 30 ans change aussi facilement avec Hmm, un accord, hmm. fut-il signé à Washington. Alors, est-ce que, justement, l'axe principal de la politique internationale de Donald Trump, c'est-à-dire de considérer que l'affrontement final, et on va le voir sans doute avec ce désir d'arrêter la guerre en Ukraine, cette rencontre avec Poutine, etc., que Trump est prêt à aller très loin pour arrêter cette guerre, pour arrêter un certain nombre de conflits, de façon à se concentrer sur un adversaire principal, qui est la Chine. Euh, Tout ce que vous me dites sur la région des Grands Lacs et sur la question des ressources est intimement lié à la Chine, parce que ce Bien sûr. chaos profite essentiellement aux Chinois, qui prélèvent, je crois, 90% du cobalt, par exemple, de la région, et on sent bien que les Américains, avec cet accord, ont bien envie de disputer ça, que ça va être une partie de bras de fer. Est-ce que ça peut se faire au bénéfice des Congolais, finalement? Si les Congolais savent manœuvrer, Ouais. je ne Et suis vous n'en pas... êtes pas sûr? Vous pensez pas qu'il y a un espoir quand même avec Tshisekedi, qu'il y a quand même une réaffirmation d'une Le autorité? président Tshisekedi a beaucoup de volonté. Ça, Ouais. je pense, hein, et puis Hmm, je pense qu'il a dit lui-même qu'il avait cru qu'il hmm, pouvait régler le problème avec Kagame. Mais il s'est rendu compte que non, qu'il s'était trompé. Mais le problème du président Tshisekedi, c'est que dans le pays, il paye aussi la facture. Il va falloir que les Congolais regardent les choses sans passion. Moi, j'ai du mal toujours avec la politique intérieure congolaise parce qu'elle est très clivante et les gens ne vont pas au-delà de leur affect hmm, avec un candidat. Si vous dites ceci de M. Tshisekedi, ça signifie que vous êtes proche de Tshisekedi. Si vous dites ceci d'un opposant, ça signifie que vous êtes contre le président hmm, Tshisekedi. Donc, ils sont dans cette lecture-là qui, pour moi, elle est simpliste et très caricaturale. Ce qui est important, c'est de regarder les intérêts fondamentaux du pays. Ce que j'observe depuis que cette histoire a commencé, c'est qu'en réalité, le président Tshisekedi, il a la volonté de changer les choses. Mais est-ce que dans son pays, tous les Congolais qui ont travaillé pendant 18 ans avec Joseph Kabila lui facilitent la tâche? Est-ce que toutes les personnes qui ont été infiltrées dans le système administratif et sécuritaire congolais par Kagame, hmm. via d'ailleurs toujours Joseph Kabila, est-ce que ces gens vont lui faciliter la tâche? Il y a des Congolais, que ce soit des parlementaires, des sénateurs, qui ont vu leur campagne politique financée pendant 18 ans, pendant 20 ans, par Kagame et par ses troupes. Donc, vous êtes dans une situation aujourd'hui Hmm. où je crois que pour régler le problème de la RDC sur le plan sécuritaire, il faut la volonté politique du président Tshisekedi, il faut une volonté farouche de son gouvernement, ce qui n'est pas complètement le cas de ce que je vois, et il faut que la société civile congolaise, dans son ensemble, se Hmm. mobilise. Mais vous ne pouvez pas, sous prétexte que le président de la République, c'est lui qui est le responsable, mais vous déchargez. Mais si le Congo est perdu, mais tous les Congolais vont perdre dans cette histoire. Alors le Congo est quand même un pays très ancien, mais il pêche par son gigantisme un petit peu. Oui, mais vous Et savez, c'est quand même extrêmement difficile de contrôler cet Est quand il y a pas de route pour y aller.
qu'on est Totalement. dépendant d'un réseau aérien lacunaire et que c'est quand même très très difficile. Mais je suis d'accord avec vous que le Congo vit dans le chaos et j'ai l'impression que les gens commencent à se familiariser avec ce chaos. Ça, Ouais, c'est très dangereux. ouais. Bon, là où moi je suis optimiste, mon optimisme, c'est le réveil de la société civile congolaise. Je pense que quand vous avez votre président qui agit, d'après vous, de façon inconvenable, ou quand vous avez un gouvernement dans votre pays qui agit de façon inconvenable, mais il vous appartient Mm, de vous mobiliser pour lui dire c'est ça que nous voulons, mm, et pas le contraire. Donc, pour l'instant, la société civile congolaise a abandonné tout le dossier aux dirigeants. mm, Mais si les dirigeants qui, je dois le rappeler, le président Tshisekedi, peut-être lui il ne peut pas le dire ou il ne peut pas, mais il subit des pressions énormes de cette même communauté internationale mm, qui finance le Rwanda, soutient le Rwanda, etc. Donc mm. il est à peu près dans la configuration, de mon point de vue, de ce que j'analyse, dans ce que je vois, il est dans la situation dans laquelle se trouvait Laurent Désiré Kabila dans les années 90. C'est-à-dire avec beaucoup de pression de la communauté internationale Mm, derrière, mm, mais le président ne va pas venir à la télévision dire je suis victime de pression. Il y mm, a beaucoup de pression et c'est pour cela que je dis c'est à la société civile congolaise aujourd'hui de participer de façon active à la mm, libération de leur pays en prenant position clairement, y compris contre le gouvernement congolais, en leur disant nous voulons que le Rwanda soit reconnu identifié comme le coupable de l'occupation de notre pays, comme l'auteur de massacres et de viols sur notre territoire, et que ce pays soit sanctionné avant toute discussion, que ce soit à Washington ou mm. ailleurs. Donc si la société congolaise réussit à le faire, et j'ai confiance en cela, parce que il y a une formule du président Mitterrand qui disait « on ne peut rien contre la volonté d'un homme, surtout quand il est déterminé ». Donc si les Congolais sont déterminés à garder leur pays, eh bien, ils y réussiront à bouter dehors tous ces gens. Mais le problème, c'est que s'ils ne croient pas en leur capacité, s'ils ne croient pas en leur Mm. pouvoir de résistance et d'opposition à toutes les forces extérieures qui veulent prendre Mm. leur pays, ben, ils vont échouer. Et ça, ce serait dommage. Alors, c'est un dossier passionnant et j'imagine qu'on aura l'occasion, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur l'antenne d'Omerta justement pour continuer à évoquer. Alors, le temps file malheureusement et j'ai encore quelques petites questions en dehors justement du Congo. Je voulais vous poser la question sur la présence militaire de la France en Afrique qui a cessé cet été en dehors de sa base de Djibouti. Il y a eu une passation d'armes à Dakar et au Sénégal sur les 2 dernières bases. Est-ce que pour vous, ça signifie la fin de l'influence française sur le continent ou au contraire, est-ce que vous vous y voyez dans ce retrait de la France et de cette fin définitive, on va dire, de la France-Afrique, une nouvelle forme à terme de coopération se développer? Écoutez, je prépare un livre sur le sujet. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça sera une bonne occasion. Je pense tout simplement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la perte de l'influence française, ne date pas de Mm, ces derniers temps avec le départ des troupes. Ça date depuis un certain temps déjà. mm, Et je crois que la France a commis énormément d'erreurs. Quand je parle de la France, je ne parle pas le peuple français, mais certains dirigeants français mhm. qui ont manqué, depuis Sarkozy Ouais. précisément, Le dernier Africain, c'était Chirac? bah oui, on peut dire, on peut dire. Ben, Enfin, avec ses erreurs aussi, mais oui, c'est encore quelqu'un qui avait une certaine vision ouais. à la fois de la France et des relations franco-africaines, Mm, même s'il y a beaucoup de choses à dire mm, là-dessus. Mais Sarkozy est venu comme... c'est comme ça que les Africains le voient. Hein. mm, Il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est moi qui utilise des propos désagréables vis-à-vis du président. Ils le voient comme un vilain garçon. C'est comme ça qu'ils mm, ils le disent. Parce que, bon, la façon dont il a parlé, dont il parlait aux Africains en disant ils sont pas rentrés dans l'histoire, tout ça. Enfin, il n'y a aucun chef d'État français qui avait parlé comme ça mm. auparavant. Donc, il y a eu une série Le d'erreurs discours écrit de par Dakar. Henri Guénaud, Oui, le discours de Dakar. mais c'est lamentable. C'est-à-dire que Mm, vous allez dire ça à Dakar, c'est-à-dire que le pays qui a fourni beaucoup de tirailleurs sénégalais ouais. pour venir se battre Mm, contre les nazis en France, et en plus surtout, le pays, le territoire sur lequel le général de Gaulle a mené l'une de ses
batailles les plus vigoureuses contre les forces de Pétain avec le gouverneur Boisson. Ouais. C'était à Dakar, le 23 septembre 1940. Quand vous allez tenir ce genre de discours là-bas, mais ça signifie que vous ne connaissez pas l'histoire de France. Et c'est dommage pour un président de la République. Et qui a donné un président poète aussi. Bon, évidemment, qui était académicien. En langue française. Académicien, voilà. le plus grand défenseur de la francophonie. Oui, oui. Alors, je ne sais pas où était M. Sarkozy quand le président Senghor défendait la francophonie à l'Académie française. Donc, vous voyez, il y a une série de comportements maladroits. Et le président Macron également, qui allait d'ailleurs sur le Congo, allait quasiment sermonner le président Tshisekedi dans son pays, alors qu'il était bien accueilli. Vous voyez, quand vous commettez... Mais même l'époque de Mitterrand, le discours de La Baule, qui lui, pour le coup, expliquait aux chefs d'État africains qu'il fallait qu'ils se mettent à la page sur la question de la démocratie à des gens qui, pour le coup, Alors, sur ce là discours, déjà, on conditionne l'aide à la démocratie. Non, les gens n'ont pas compris le discours de Mitterrand. Je vous en parlerai dans mon prochain bouquin. Très bien. J'apporterai des révélations sur cette affaire. Parce qu'en France, on a beaucoup critiqué Mitterrand sur le discours de La Baule. En Afrique également. Mais les gens n'ont pas compris. Mitterrand n'était pas... ce n'était pas quelqu'un qui manquait d'intelligence. Dire que, on ne peut pas dire, mais est-ce que là, finalement, ça n'a pas été le début de la fin? Mais on était à la fin, on était au moment des années 90, c'était la chute du mur de Berlin. Oui, tout à fait. La politique internationale avait changé de configuration. Complètement. Donc, on ne peut pas analyser le discours de La Baule comme je l'ai entendu. Moi, je l'entends depuis près de 30 ans, mais j'ai découvert une correspondance de Mitterrand où il va en profondeur sur ce qu'il a voulu dire au chef d'État africain dans le discours de La Baule. Je pense que ça, je vous garde ça pour la prochaine fois. Très bien, très bien. Donc, dernière question, malheureusement, pardonnez-nous, mais le temps passe. Dans un courrier adressé, pour le coup, au président camerounais, Emmanuel Macron vient d'endosser les conclusions d'un rapport d'historien qui fait ressortir clairement que les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple avant et pendant l'indépendance en 1960. Est-ce que cet aveu du président français, en tant que Camerounais, pour vous, c'est une bonne chose? Vous savez, les Camerounais connaissent bien l'histoire de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Ils n'ont pas attendu le président Macron pour travailler sur ce sujet. Et puis, moi, j'ai beaucoup de mal avec les rapports historiques qui sont, je disais, concoctés par l'Élysée, notamment par M. Macron. Il a fait un rapport d'historien sur le Rwanda avec quelqu'un qui n'a jamais eu de compétences sur le dossier rwandais, qui n'avait pas publié d'ouvrage scientifique sur le sujet. Ce rapport-là est considéré par tous les sachants sur le dossier rwandais comme un rapport pauvre. Et factuellement faux. Il y a beaucoup d'éléments qui sont faux. C'est la même chose. Ils sont venus là avec des historiens qui sont mandatés par l'Élysée pour faire... Enfin, on ne fait pas la science de cette façon-là. Quand on fait la science, on essaye d'être le plus indépendant possible pour pouvoir rendre des conclusions et un travail sérieux. Bon, il est vrai que le régime camerounais est au bout du rouleau, mais ce n'est pas de cette façon-là... Je crois que le président va se représenter là encore. Oui, il se représente pour le mois d'octobre. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on resserre les liens historiques qui sont distendus. Ce n'est pas de cette façon-là, en procédant comme ça, en manipulant la recherche scientifique à des fins politiques. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on fait le travail. Je pense qu'il y a des chercheurs français et des chercheurs africains ou camerounais qui ont déjà travaillé sur cette histoire, qui connaissent cette histoire, qui travaillent de façon objective. On n'a pas besoin, effectivement, d'avoir une... Mais qui, selon vous, sont ignorés volontairement par l'Élysée? Bien sûr, mais... Pourquoi? Parce que leur... Mais quel est l'enjeu de ce rapport maintenant? Oui, c'est vrai. On peut se poser la question. Mais... Moi, je ne vois pas. Sur le plan de la connaissance, je ne vois pas ce qu'il apporte aujourd'hui. Quelque part, il y a quand même une sorte de ligne directrice chez Emmanuel Macron qui va dans le sens toujours de la repentance. Oui, mais... Mais est-ce que c'est bon de faire de la repentance quand on veut établir des relations nouvelles avec les pays? Non, mais c'est là où tout est confus, finalement. Ouais. Bon,
si on veut faire de la repentance, c'est un acte politique. On laisse la science de côté. On n'a pas besoin de mettre la science devant pour pouvoir poser un acte politique. Donc, c'est la même chose qu'on a fait au Rwanda. On est allé nous dire qu'au Rwanda, la France a commis des fautes, mais sans jamais nous dire lesquelles. Mais, enfin, je vais dire ceci, pour finir là-dessus. Bon, on peut tout reprocher au président Mitterrand. En France, on lui a reproché beaucoup de choses, on lui reproche encore beaucoup de choses. Mais qui est en capacité de dire que entre 1990 et les accords d'Arusha, la France a planifié un génocide au Rwanda, ou que la France est allée là-bas avec la volonté de faire exterminer les populations? Qui peut le dire décemment vis-à-vis de Mitterrand? Personne. Bon, alors, qu'on nous apporte au moins un document. Mais comment... Moi, j'ai vu la lettre de 1993, écrite par l'OFPR, le parti de Paul Kagame, qui remerciait Mitterrand d'avoir poussé le président Habyarimana à participer aux accords de paix pour pouvoir ouvrir son régime politique. Et là, ça c'est un élément du discours de La Baule. C'est-à-dire que le président Mitterrand, à la suite du discours de La Baule, a quasiment contraint le président Habyarimana à ouvrir son espace politique pour partager le pouvoir, partager effectivement le pouvoir avec l'opposition armée, notamment l'opposition de Kagame. Et quel est le résultat qu'il a obtenu? Il a été assassiné le 6 avril 1994 et personne ne veut revenir là-dessus. Il y a d'ailleurs un équipage français qui a succombé dans cet attentat. Et même en France, il n'y a pas le courage politique d'ouvrir ce dossier pour savoir qui sont les auteurs de l'attentat du 6 avril. Donc voilà, donc quand on veut manipuler, instrumentaliser la science à des fins politiques, moi, je ne partage pas cet avis. Et moi, je n'ai pas besoin de ce rapport pour connaître ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 50. Charles Onana, merci pour ces éclaircissements, merci pour avoir... on a vraiment, je pense, ça fait un petit peu le tour de la question, même si c'est une question sur laquelle on pourra revenir à d'autres occasions, je l'espère, sur le Congo, sur l'Afrique. Je recite votre livre paru en 2023, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, point d'interrogation, et surtout la préface de Charles Millon, ancien ministre de la Défense. Voilà. Qui a vécu les événements. Et qui a vécu les événements, exactement. Donc, aux éditions de l'Artilleur. Donc, je cite ce livre. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez toujours plus nombreux chaque semaine pour la prochaine édition du Grand Entretien. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.